Après cette finale de la Coupe du Monde ébouriffante entre la France et l'Argentine, ça méritait évidemment un dernier épisode de Ma palette à moi. Analyse en data de toute cette finale rocambolesque. Et oui, on avait vécu une finale absolument historique, absolument incroyable de la Coupe du Monde. Est-ce que ça a été un très grand match ? Les data vont en partie le dire. Notre sensation, c'est vrai que c'était un drôle de match parce que pendant 70 minutes, on a eu l'impression que c'était une formalité pour l'Argentine qui était très au-dessus. Et puis tout a changé ensuite et là on est entré dans une toute autre dimension. Regardons les chiffres en général de ce match parce que on a besoin d'y voir clair. On a eu la sensation que l'Argentine aurait dû gagner dans le temps réglementaire. Ça ressort assez nettement dans les chiffres. Si on prend l'ensemble du match, on a quand même 2 fois plus de tirs argentins que français, 21 contre 10. 2 fois plus de tirs cadrés qu'argentins également, 10 contre 5. Globalement, il y a eu une domination argentine qui ressort fortement dans un chiffre, les XG, qu'on va regarder avec la timeline pour voir l'évolution. On s'aperçoit quand même les Argentins ont eu un XG de 5, ce qui est énorme. Ils ont marqué 3 buts, mais il y a un XG de 5. Alors que les Français ont eu 2,92 avec 2 pénaltys, parce que les 2 pénaltys, ça fait déjà plus de la moitié des XG, c'est-à-dire des chances de marquer en considérant chacun des tirs de l'équipe de France. Globalement, d'ailleurs, on a beaucoup plus de chances créées, de possibilités de marquer des buts. Ça a été 15 actions côté argentin, 5 seulement du côté français. Si on regarde la timeline, elle est toujours intéressante pour voir l'évolution des occasions. On voit que côté français, ça a été le néant fort longtemps et puis c'est monté à partir de la 60e minute. On a eu enfin des tirs. Les 2 premiers tirs français sont après la 60e minute. Vous vous rendez compte, à la 60e minute, on était à 2 centres, 0 tir. Un néant absolu et total. Puis de 60-75, on a commencé à jouer. On va le voir avec la possession où on a tout d'un coup renversé un petit peu le match. On le verra avec d'autres chiffres également d'ailleurs. Mais globalement, 60-75, on commence à exister, ce sont les prémices. Et puis après, tout a changé et on sait comment, et en 2 minutes. Et d'ailleurs, si on veut continuer sur les XG, si on regarde sur l'ensemble du tournoi, effectivement, l'Argentine a eu plus d'opportunités que l'équipe de France. Donc même offensivement, malgré la qualité offensive des Français, malgré tout, il y a eu une meilleure de meilleures options offensives côté argentin, plus de possession globalement sur l'ensemble du tournoi. Et sur ce match, on revient au match, 55-45 sur ce match. Et ça mérite du détail parce que l'équipe de France est montée à plus de 60% sur certains quarts d'heure, notamment à partir de l'heure de jeu. Et parallèlement, la prolongation, on a eu une rechute complète. Et ça, c'est assez étonnant parce que l'équipe de France a vraiment dominé a commencé à dominer en termes de possession de la 60 à 70, de 75 à 90. Tout d'un coup, il y a plein d'occasions françaises. Il y a plein de tirs. La France a tiré 10 fois, on l'a dit, dans l'ensemble du match. Mais elle a tiré 6 fois dans le dernier quart d'heure, entre la 75e et la 90e minute. Et là, on a cru vraiment que la France pouvait l'emporter dans le temps réglementaire, ce qui aurait été une surprise totale vu la physionomie qu'on avait eue pendant 80 minutes. Mais le fait est là, tout d'un coup, l'équipe de France a eu toutes ces occasions. Les 2 buts, bien sûr, de Mbappé, le pénalty, puis la reprise de volée. Et puis des tas d'occasions et des occasions de tir. Donc, ce moment a été très riche. Et, surprise, la prolongation, ça s'inverse complètement. C'est-à-dire que l'Argentine, pendant la prolongation, tire 10 fois, se crée toujours plus d'occasions et l'équipe de France ne tire plus que 2 fois, même si elle a le mérite, encore une fois, de revenir sur le pénalty de Mbappé. Ça sont des chiffres qui montrent globalement que l'Argentine a effectivement dominé footballistiquement la partie, même si à l'arrivée le score était nul, mais un score ébouriffant pour une finale de Coupe du Monde, 3 partout, c'est quand même assez rare. Alors c'est vrai qu'il y a eu 3 pénaltys, ça aide quand même à corser le score, mais quand même ça a été un match en tout cas avec une émotion, un suspense assez extraordinaire. Est-ce qu'on va le comparer, alors là c'est plus de la data, est-ce qu'on peut le comparer à Séville ? Je ne pense pas. Un chiffre
qui est sympa, qui sort un petit peu de nos datas que vous retrouvez dans Corastat. Il y a eu 7 changements aujourd'hui, c'est sûrement un record d'ailleurs. L'équipe de France a fait 7 changements. Didier Deschamps a pu faire 7 changements parce qu'il y a eu le protocole commotion appliqué à Rabiot et ça lui a permis de faire un changement supplémentaire. Donc il a changé 7 joueurs. Imaginez qu'en dehors de Lloris, qui était toujours dans le but à la fin du match, avec ses 35 ans, tout le reste de l'équipe, le plus vieux joueur sur le terrain à la fin du match était Coman. Coman, avec ses 26 ans, était le plus vieux joueur sur le terrain de l'équipe de France, en dehors donc du gardien de but Lloris. Ça a peut-être été un petit handicap pour la série de tirs au but, parce que vous faites tirer donc Coman, 26 ans, Kolo Muani, 24, Mbappé, 24, bientôt, dans 2 jours, Tchouaméni, 22 ans, etc. Et peut-être que ça a été un petit handicap, mais en même temps, c'est ce qui a régénéré l'équipe de France et lui a permis de revenir dans le match. On l'a vu dans la fin de match avec Marcus Thuram, avec Kolo Muani, qui ont été essentiels dans la revitalisation de cette équipe. Alors évidemment, dans cette Coupe du Monde, on ne peut pas ignorer les individualités parce que dans ce scénario à la Disney, pour le Qatar, finir avec une finale Messi contre Mbappé, 2 joueurs du PSG, avoir le Maroc en demi-finale, un pays arabe, enfin bref, c'est un scénario écrit par Disney qu'on a proposé au Qatar pour cette Coupe du Monde. Je plaisante bien évidemment. Les individualités ont joué un grand rôle, c'est-à-dire qu'on a focusé à mort sur ce fameux duel Messi-Mbappé. Ils ont été au rendez-vous, c'est moins que l'on puisse dire. Messi a marqué 2 buts, Mbappé 3. Mbappé en profite pour finir meilleur buteur de cette Coupe du Monde, juste devant Messi. Ils se sont détachés grâce à la finale tous deux et finissent quand même 3 et 4 buts de plus. C'est assez spectaculaire ce détachement de ces 2 buteurs et c'est spectaculaire comme Mbappé marque 8 buts, même si évidemment il a mis 2 pénaltys dans cette finale. Son triplé, c'est un triplé avec 2 pénaltys, mais enfin il faut les marquer bien évidemment. Il faut remonter à Ronaldo 2002 pour trouver un meilleur buteur de la Coupe du Monde marquant autant. Une fois de plus, quand même un match passionnant, un peu symbolique de cette Coupe du Monde où on l'a dit plusieurs fois, il n'y avait pas d'écart finalement. Très très peu d'écart entre les équipes, peut-être pas des grandes équipes, ni France ni Argentine. L'absence de maîtrise qu'ont eu ces 2 équipes, la France d'abord puis l'Argentine, montre bien qu'on n'avait pas affaire à 2 grandes équipes. Mais à l'arrivée, on a vécu une grande Coupe du Monde parce que justement c'était très serré entre les divers protagonistes et que du coup on a eu un suspense de dingue encore aujourd'hui au stade de Lusail. Les individualités, on va peut-être aller plus dans le détail pour voir que Messi a été grandiose. 90% de passes réussies quand on joue autant devant que lui. Je crois que ça situe assez la performance. Il s'est tellement battu qu'il a gagné 7 ballons en récupération. Il a dribblé 4 fois avec succès. Il a tiré 5 fois au but. Il a cadré 4 fois. Voilà, c'est du Messi, du très haut de gamme, comme on l'a vu durant ces 7 matchs. Il a joué chaque minute de la Coupe du Monde quand même. À 35 ans, chapeau bas, on s'incline. Du côté de Mbappé, la performance est immense également. Même s'il a semblé débuter son match très très tard, malgré tout, il a réussi quand même 9 dribbles. Il a quand même été très efficace. Il a tiré 6 fois au but. Et les 3 fois où il a cadré, c'était but. Et on retiendra évidemment son sang-froid sur penalty et tir au but, parce qu'il a battu 3 fois Martinez dans cet exercice en comptant les tirs au but. Et puis évidemment, sa reprise de volée. Pour le reste, des petits détails comme ça sur certains joueurs. Un Griezmann si loin de ce qu'il avait produit dans les autres matchs. 0 tir, 4 ballons récupérés seulement. 29 passes seulement dans ces 75 minutes, dont 10 passes ratées. Étonnant la discrétion de Griezmann dans ce match. Rabiot qui a démarré très tard, alors il a fini quand même par récupérer 15 ballons dans l'ensemble du match, mais on a eu l'impression pendant 1 heure qu'il était complètement en dedans et pas du tout dans le coup. Tchouaméni a été plus consistant tout de même avec 21 ballons gagnés, récupérés, beaucoup d'interceptions, beaucoup de récupérations malgré tout.
Et puis un petit coup de chapeau quand même à Di Maria, qui a fait une heure de jeu assez fantastique. Et il a 6 dribbles réussis, il a provoqué 3 fautes, et dont l'une, on sait, a été très importante. Il a été vraiment très actif avec 2 tirs encadrés. Ce but magnifique, cette contre-attaque magnifique réussie en première période. Et puis un petit coup de chapeau individuel à un joueur. C'est les statistiques là qui parlent. Parce que je l'avais vu pendant le match, rassurez-vous, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point il avait été fantastique. Mac Allister, l'Argentin d'origine écossaise, c'est vrai que c'est un peu curieux, écossais et irlandais d'ailleurs d'origine, eh bien il a fait un match de fou. Il y a eu 3 fautes sur lui, il a gagné 16 ballons, il a réussi une passe décisive, 92% de ses passes ont été réussies. Il avait un rôle assez offensif dans ce match sur le côté droit avec Messi souvent. Et curieusement, eh bien, en regardant regardez le schéma, on voit d'où viennent les attaques des 2 côtés. Eh bien, curieusement, eh bien, l'influence de Mac Allister et de Messi a été telle que par rapport à notre impression visuelle où on avait l'impression qu'ils attaquaient tout par la gauche, tout Di Maria en pressurant le pauvre Koundé. Oui, sur pas mal d'actions importantes en première période, mais sur l'ensemble du match, 2 tiers des actions argentines ont abouti à des actions donc sur le côté droit. Et la France, vous dites Mbappé, 3 buts, donc on a joué à gauche forcément, surtout que Dembélé a été inexistant, on l'a dit. Pas du tout. Pas du tout, on a joué 3/4 des actions par la droite. Alors ça a été Kolo Muani qui a fait une formidable rentrée dans ce match. Ça a été Marcus Thuram qui est allé parfois, mais enfin c'est plus Kolo Muani qui a été par là-bas. Donc la France, curieusement, a attaqué par la droite. Et puis on va finir par une curiosité quand même, mais qui ne ressort pas forcément des datas, qui est plus dans l'appréciation un petit peu générale de ce match. La sensation quand même que Scaloni a été un entraîneur très intéressant dans ce match. Et je trouve qu'il a eu un apport sur le schéma de base extrêmement intéressant en appuyant sur les faiblesses françaises sur les côtés. Et on voit bien dans l'ensemble de cette première phase, en tout cas du match, que côté argentin, on a appuyé sur les côtés et on a fait mal, très mal, à cette équipe de France. Et curieusement, j'ai l'impression que Scaloni, qui a été donc très intéressant dans la première partie du match, dans sa composition d'équipe de base, en ne cédant pas à la panique face aux attaquants français, en jouant pas à 5 derrière, en restant bien à 4 et en rajoutant même un attaquant, en l'occurrence Di Maria. Par contre, dans la deuxième partie du match, là, j'ai pas compris. Une fois que la France récupère la possession, une fois que la France passe à 4 attaquants, puisqu'il y avait à la fois Coman, Mbappé, Kolo Muani et Thuram, ça faisait quand même du poids offensif qui pesait sur cette défense argentine. Ils étaient 4 contre 4 et 2 contre 2 dans l'axe. Et là, curieusement, Scaloni, qui parfois a joué à 5 dans ce tournoi, qui parfois dans les fins de match faisait rentrer Lisandro Martinez, là, pas du tout. Pas du tout, il reste à 2, il laisse le pauvre Otamendi en difficulté. Le penalty qu'il concède, c'est juste le manque de vitesse de Otamendi qui est sanctionné par Kolo Muani et sa puissance, car Didier Deschamps a joué lui sur la puissance. Tout d'un coup, il a appuyé sur, étant trop en difficulté dans le jeu, étant trop inférieur sur le plan technique. Didier Deschamps a appuyé sur la puissance, il a fait rentrer Thuram, Kolo Muani, et puis petit à petit d'autres joueurs qui ont apporté vraiment une puissance supplémentaire. Et pendant ce temps-là, Scaloni ne réagissait pas. Étonnant, dans tout le tournoi, il faisait aller entre 3 et 5 changements, enfin entre 4 et 5 changements à chaque match, dont souvent au moins 3 autour de l'heure de jeu ou la 70e minute maximum. Et là, un seul changement seulement pendant cette période du match jusqu'à la 75e, et toujours pas de 3e défenseur central. Et patatras, bravo Scaloni, bravo l'Argentine, mais bravo à l'équipe de France qui nous aura offert, en tout cas à partir de la 75e minute, une finale absolument ébouriffante qui rentre évidemment dans la grande histoire. Pas de doute, on s'en souviendra, ma palette à moi se souviendra de cette finale France-Argentine.